Ok. Bon. Bon, bonsoir. On est sur la dernière soirée des Self-Love Days en live. Aujourd'hui, on va parler de exploration. Et juste pour vous expliquer vite fait un petit peu la plateforme, vous avez accès à un chat où vous pouvez écrire tous les messages que vous voulez dans la bienveillance. Et si vous voulez rester anonyme, il y a un petit onglet qui est questions où il n'y a que nous qui allons voir vos questions et on pourra y répondre. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire. Même sur le chat en soi, on verra que vos prénoms. Donc, n'hésitez pas non plus à discuter. Voilà. Mais si vraiment vous avez une question précise ou vous avez un peu plus détaillée ou vous n'avez pas forcément envie de la mettre sur le chat, bah, les questions sont faites pour ça. Voilà. Donc, on va commencer un petit tour de présentation. Je te laisse présenter Anne-Cécile Gapian. Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Troisième édition pour nous. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis le début, je suis désolée, je vais essayer de ne pas être trop répétitive. Donc, je suis Anne-Cécile, cofondatrice de Gapian. Donc, Gapian, on est une plateforme de bien-être intime et sexuel. Donc, par plateforme, ce qu'on entend, c'est qu'on vend des objets. Donc, on a une partie e-shop avec des objets plaisir, mais aussi des objets donc pour l'hygiène intime et par exemple des tisanes pour des règles douloureuses. Voilà, donc on a tout un spectre de produits. Et de l'autre côté, on a aussi The Gapianist, qui est une plateforme beaucoup plus informative et éducative sur toutes les questions de l'intimité et de la sexualité. Donc on va vous laisser le petit lien dans le chat. Et voilà, et on a le plaisir et le bonheur de se retrouver donc avec le collectif Junon et Toku et bien sûr Marine, qui est donc notre troisième invitée de choix ce soir. Voilà. C'est à qui Toku, vas-y, je t'en prie. Du coup, moi, c'est Manon. Pareil, je vais répéter pour certaines peut-être. Donc, fondatrice de Talk Univers. Talk, c'est la plateforme pour libérer la parole autour de la sexualité parce que j'avais constaté que, j'avais l'impression vraiment que le premier problème dans la sexualité, que dans la nôtre, ça se passe bien ou ça se passe mal, c'était juste d'en parler, en fait. Même de dire pourquoi on a kiffé hier soir avec notre partenaire, et aller dans les détails sans rougir, sans rire, expliquer quelle technique on aime ou on n'aime pas, c'est souvent un problème et évidemment encore plus compliqué quand on a parfois des problèmes de santé ou quand on a eu de mauvaises expériences, voire des agressions et des violences. Donc voilà, pour moi, le but, c'est de libérer la parole autour de la sexualité. Alors comment? J'ai commencé par un podcast où j'interroge des entrepreneurs au sens large, des gens comme Marine, je ne savais pas encore interroger, mais qui libèrent cette parole à leur manière, influenceuses, CEO, associations, etc. Sinon, c'est aussi un concept store en ligne qui est un peu en train de se réduire. Je suis un peu en train de changer parce que j'ai envie de rediriger cette année Talk Univers vraiment sur la partie éducation et événements, un peu comme ce qu'on fait depuis ces 3 derniers week-ends avec les webinars et les workshops de Talk. Donc, ça va beaucoup changer ces prochains mois. Et voilà, toujours pour libérer la parole autour de la sexualité de manière ludique, positive et inclusive. Voilà. Merci. Et Jessica, si tu veux nous présenter. Oui, alors nous, du coup, on est le collectif Junon. C'est un projet associatif féministe qui, de base, est parti, pareil, d'un constat sur le manque d'informations autour de la sexualité et du plaisir, notamment des femmes. Et donc, on a lancé un site participatif, puis ensuite, ça s'est développé on a un collectif artistique avec des expositions et récemment un magazine qui s'appelle Hystérique. Il y a déjà 2 numéros qui, à chaque fois, sont des collaborations avec plusieurs artistes sur des thèmes autour du corps, de la sexualité et du genre. Voilà. Donc, peut-être qu'on va dire au revoir pour le moment à Anne-Cécile et Manon qui vont rester dans le chat pour répondre à vos questions, vous donner tous les liens. Et on va rester avec toi, Marine, du coup, de la chaîne Diplodocus sur YouTube et Métaux Lourds sur Instagram. Donc, si tu peux te présenter en quelques mots, présenter tes plateformes. Ouais, alors, moi, j'ai coutume de dire que je suis couteau suisse du cul.
parce que, en fait, je considère que la sexualité est une espèce de vaste champ d'études qui va mêler à la fois de l'émotionnel, de la psycho, de la socio aussi, parce que je trouve que les rapports sociaux s'y retrouvent tellement et tellement exacerbés. C'est pour ça aussi que j'essaie de l'envisager sous un angle féministe et inclusif, justement. Mon boulot aussi, je travaille pour des sex shops. Je travaille à la formation des vendeurs et vendeuses. Je travaille aussi au marketing, au choix des produits. Coucou. Et pardon. Et je bosse aussi du coup sur des bouquins et sur des vidéos que je fais de mon côté comme une grande. Donc effectivement, à la base, j'avais lancé une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Diplodocu, comme Diplodocus mais avec un Q. Sauf qu'en fait, j'aime pas trop YouTube comme plateforme personnellement. Je m'y sens pas à l'aise du tout. Et donc, c'est vrai que j'ai tout basculé. Et maintenant, toutes les vidéos, elles sortent sur Instagram, sur IGTV, où du coup, c'est sous mon pseudo Métaux Lourds. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait... du coup, pourquoi tu préfères Instagram à YouTube? Est-ce qu'il y a plus d'échanges? Est-ce que c'est plus bienveillant? Je trouve que YouTube est d'une violence assez hallucinante avec les créateurs et les créatrices de contenu. Et après m'être fait insulter pour la 18e fois sous une vidéo, je fais non, ça me saoule en fait. J'ai pas la force, j'ai pas l'envie et ma santé mentale avant le reste, quoi. Donc la sex ed, c'est cool, mais c'est cool avec des communautés un petit peu plus bienveillantes et un peu plus sympathiques, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu penses que maintenant, par les réseaux et par toutes les plateformes qui existent, vraiment l'éducation sexuelle peut se faire pour les jeunes, en tout cas via ces plateformes et via toutes les personnes, les influenceuses, les créatrices et créateurs de contenu qui sont pas professionnels, qui peuvent plus facilement avoir accès à ça. Alors, oui, clairement oui. Après, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même des grosses lacunes dans l'éducation sexuelle. C'est quelque chose dont on parle très peu. Je sais pas, moi, je sais qu'à ma génération, à l'époque, on avait un cours d'éducation sexuelle où, basiquement, on enfilait un préservatif sur une banane. On nous expliquait qu'on allait tomber enceinte et qu'on allait attraper le sida et que c'était nul, alors mettez des capotes. Waouh, super. Le truc passait complètement à côté des notions de plaisir. C'était hétérocentré, c'était phallocentré, enfin c'était un enfer. C'était basiquement un truc qui te disait attention, le cul, ça fait hyper peur, n'y allez pas. Donc ouais, grosse lacune à ce niveau-là. Et après, je trouve qu'effectivement, c'est cool qu'il y ait les réseaux sociaux aujourd'hui et toutes les personnes qui essaient de faire bouger les choses. On est beaucoup, on est de plus en plus. Après, je pense aussi que, et je m'inclus là-dedans, il y a à boire et à manger. Faut pas oublier qu'on n'est pas des professionnels de santé. Faut pas oublier qu'on n'a pas la science infuse. Vous verrez, parfois, il y a des gens qui vont dire des choses complètement opposées, en fait. Et donc, voilà, je pense que c'est important pour libérer la parole. Je pense que c'est important pour montrer que ça existe, en fait. Parce que tant qu'on ne nomme pas les choses et qu'on ne les montre pas, en fait, on n'imagine pas que ça existe. Et du coup, ça fait des ados qui comprennent, qui savent pas qui ils sont, qui savent pas où aller et qui connaissent pas leur plaisir. Enfin bref, même sans aller jusqu'au plaisir. Je parle ne serait-ce que des identités de genre ou des orientations sexuelles, en fait. Et voilà, ça permet de découvrir. Pour moi, c'est vraiment regardez, il y a tout ça. Vas-y, serre-toi et va voir plus loin, quoi. Mais voilà, on n'a pas la science infuse non plus, hein. Et justement, tu as aussi travaillé, au-delà du digital, tu as aussi travaillé pour le petit manuel de Sex Education. Ouais. Et du coup, comment est né ce projet? Comment ça s'est fait? En fait, c'est Charlotte Abramoff qui a lancé le projet. C'est une pote, en fait. On a bossé sur pas mal de trucs ensemble. Et donc, du coup, elle m'a appelée un jour en me disant « Marine, pour une fois, je n'ai pas besoin de tes fesses, j'ai besoin de ton cerveau. » J'ai dit « Oh mon Dieu, incroyable, que se passe-t-il ?» Et du coup, on a lancé ça, en fait, à 4. Donc, Charlotte Abramoff qui a été l'initiatrice du projet, sans qui ça aurait absolument pas pu le faire, parce qu'en plus, Charlotte, c'est la star, quoi. Donc, c'était la caution crédibilité, directrice artistique et compagnie. Il y avait Lisa Villaret, qui est illustratrice,
il y avait Ophélie qui est une activiste féministe et il y avait moi. Je suis du coup, pareil, militante féministe et j'étais experte Q en l'occurrence. Et c'était assez chouette parce que c'est un projet qui s'est monté très rapidement. Et c'est vraiment un projet qu'on a fait entre potes en fait. Est-ce que c'était donc lié à la série Sex Education sur Netflix? Est-ce que c'était une demande de Netflix ou... Alors en fait, c'était, si je me souviens bien, c'est parti parce que Charlotte avait des contacts chez Netflix, elle leur a proposé. D'accord. Et qu'en fait, ça les a tentés de ouf. Et du coup, on a lancé ça en même temps en fait que la saison 2 de Sex Education. Et ça a hyper bien marché. Ouais. Vache. J'étais tellement étonnée et tellement fière. Ouais, c'est tellement un beau projet. mais ouais, alors pour le coup, c'est marrant parce que c'est typiquement un projet qu'on a fait. On a fait sur un temps très court. On l'a fait en 2 mois, depuis l'initiation du truc jusqu'à le produit fini. Donc ça a été hyper rapide. Et c'est marrant parce que quand je le revois aujourd'hui, j'en suis toujours super fière, mais je me dis, ouais, il y a quand même pas mal de trucs qui manquent. C'est vrai que quand on avait commencé à faire le chemin de fer à la base, on était parti pour un bouquin, en fait, carrément, par un manuel. Et ça, on voulait parler aussi de violence, on voulait parler plus de prévention, on voulait détailler sur tout ce qui était pratique. Et en fait, on n'a pas eu le temps, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un bouquin qui, je pense, encore une fois, met le pied à l'étrier, dédramatise vachement, mais qui n'est pas complet, quoi. Il faut la V2 bientôt. Ouais, moi, j'aimerais trop, franchement. Ça me fait bien plaisir. Et après, je pense que de toute façon, tout ce qui est relié à la sexualité, ça englobe tellement et tellement de sujets que c'est impossible de tout traiter en une vidéo, un livre. Ou, je pense que voilà, il faut rentrer dans une éducation par une porte d'entrée forcément, et puis ensuite découvrir le reste comme avec. Il y a des sujets tellement petits qui demandent quand même d'approfondir le sujet pour certaines personnes, comme le genre, etc. C'est tellement précis et confus pour beaucoup de personnes que c'est bien d'en parler, mais on peut pas tout expliquer en page, quoi. Donc, ouais, basiquement, on a fait une introduction, en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà. Justement, en parlant de genre, qui est intimement lié à la question sexuelle, le sexe, le genre et toute cette prise de conscience, comment toi, dans ton parcours personnel, t'es arrivé à cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une rencontre C'est une excellente question à laquelle je n'ai absolument pas réfléchi. donc, merde alors. Moi et le genre. En fait, c'est assez marrant parce que moi, je me définis comme femme cis. Hein. Donc, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment de problème avec mon genre, puisque j'ai la chance que mon genre assigné à la naissance soit en fait mon genre actuel. Je sais pas quand j'ai pris conscience de ça. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Je saurais vraiment pas vous donner un point d'entrée là-dedans. Mais je pense que ça a été très clairement via les réseaux et via les expériences d'autres personnes, en fait. Parce que mine de rien, les réseaux, on les décrit et compagnie, mais au final, c'est une façon de visibiliser tout un tas de minorités. Et effectivement, visibiliser les choses, ça sauve des vies. Donc je pense que c'est ça, en fait. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et tant mieux, mon Dieu. Donc ouais, je saurais pas quoi dire de plus intéressant là-dessus. Je suis désolée. Non, mais de toute façon, je pense que la plupart du temps, c'est un mélange d'éléments qui emmènent à ça. C'est pas toujours quelque chose qui peut se dater et qui peut s'identifier, quoi. Après, de toute façon, l'esprit fait déjà une bonne partie du travail sur tout ça, quoi. Après, je pense que la déconstruction, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est un truc qui effectivement se fait petit à petit, mais c'est quelque chose qui est un processus actif, mais qui dépend aussi vachement des rencontres, du milieu social, des choses qu'on voit, en fait. C'est pas un truc, un matin, on se réveille, on se dit « Waouh, je vais déconstruire la notion de genre, incroyable, tout seul dans mon coin ». Enfin, ça marche pas. Donc c'est une histoire de chance, une histoire de rencontre. Et en l'occurrence, moi, j'ai eu de la chance et j'ai fait des chouettes rencontres. Très cool.
Dans tes vidéos, tu insistes sur le sens des mots qu'on utilise et qui souvent ont des biais homophobes, racistes, sexistes. Et tu prônes aussi une inclusivité dans la sexualité. Est-ce que tu as des conseils pour cette déconstruction, pour arriver à vivre une sexualité plus inclusive? Oh là là. C'est tellement précis. Merde. Ou en tout cas pour justement si tu n'arrives pas à répondre à cette question, juste pour comment commencer en tout cas à se déconstruire, à être plus inclusif dans les mots qu'on utilise et dans la vie en général. En fait, je pense que déjà arrêter de forcément genrer tout et n'importe quoi, ça serait bien, parce qu'on vit quand même dans une société où on genre même les couleurs. Enfin, genre, le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Mais waouh, on en est là, quoi. Donc déjà, se libérer un peu de ces biais-là, ça pourrait être cool. Après, c'est un processus qui, effectivement, je pense qu'on ne concerne pas juste la sexualité, en fait. Ça part de bien plus loin. Après, il y a des bouquins, il y a des contes, il y a plein de gens qui expliquent ça hyper bien. Qu'est-ce qui est cool aussi? Arrêter de penser que un pénis égale un garçon. Enfin, c'est des bases, c'est des évidences, en fait. Mais moi, je me souviens un truc, il y a quoi? Il y a 1 an, alors que j'avais déjà entamé ce process, en fait, je me suis retrouvée à faire une blague et en fait, qui avait des connotations transphobes. En gros, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était une pote à moi qui me parlait de lesbianisme et je répondais un truc en parlant de cyprine. Sauf que, en fait, oui, mais non, parce que toutes les lesbiennes ne produisent pas forcément de la cyprine, puisqu'il y a plein de lesbiennes qui ont des pénis, en fait. Donc, du coup, je me suis rendu compte que même malgré tout un process de déconstruction, en fait, on est toujours en progrès. Et je pense qu'il y a ça aussi, pas se dire ça y est, je suis finie, en fait. Parce qu'on l'est pas. On l'est jamais. Et je pense que ouais, c'est déjà un peu les bases. Et puis, putain, se renseigner, quoi. Ouais, enfin, c'est con, hein, mais avoir la curiosité d'aller voir un peu et d'écouter aussi. Parce que se renseigner et lire des trucs, si on n'est pas capable de les écouter et de les entendre, ça sert à rien, quoi. C'est comme pisser dans un violon. Donc ouais, il y a plein de contes qui sont cool pour ça et qu'il faut aller voir. Genre, il y a qui? Attends. Il y a Salin Léon qui est vachement bien. Il y a des gens formidables comme Nantene Traoré ou Chloé Madesta qui sont en train de me faire une tarte au butternut. Ce que je trouve fantastique. On fera une petite liste ouais, ça marche. Sur les réseaux de personnes à suivre si vous voulez vous déconstruire de manière inclusive. On fera ça. Du coup, pour rester un petit peu dans le thème, mais est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est que l'hétéronormativité et comment s'en défaire Pardon. En fait, c'est hyper rigolo parce que toutes ces questions, c'est des questions qui sont hyper vastes et qui font appel à des notions qui, en fait, et c'est horrible à dire parce que je vais avoir l'air hyper privilégiée de le dire comme ça, mais qui en fait, pour moi, vont vraiment de soi, en vrai. Oui, mais donc bien pour mettre les bases, quoi. Donc, c'est des trucs que j'ai beaucoup de mal à définir. Du coup, je me sens con, je n'arrive pas à répondre à vos questions. Mais l'hétéronormativité, en fait, c'est le principe, c'est le fait d'être persuadé que de toute façon, un couple, c'est un homme cis avec une femme cis. Tout le monde sait ce que c'est cis dans le chat ou pas, d'ailleurs? On va vous mettre une petite... Bon, on s'en fout, on va dire que oui. Parce que moi, je n'ai pas accès au chat, du coup, pour les gens qui suivent. Donc, un homme cis et une femme cis. C'est un peu le concevoir la sexualité comme papa dans maman, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. C'est l'envisager sous un but procréatif, hyper binaire, sous l'angle de la pénétration, forcément. L'hétéronormativité et l'hétéropatriarcat. Hein. À mon sens, c'est ce qui fait qu'on a une sexualité, enfin, beaucoup. Et moi, la première, pendant très longtemps, j'ai eu cette sexualité, j'ai envie de dire, de merde, où on a les préliminaires d'un côté et la pénétration de l'autre. La pénétration étant le vrai sexe, les préliminaires étant tout le truc pour lui faire plaisir, là, allez, vas-y.
pour préparer en fait au vrai acte, quoi. Ce qui me débecte. Donc déjà, peut-être arrêter de parler de préliminaire, ça c'est pas mal. Considérer que potentiellement le sexe, en fait, le sexe commence là où on a envie qu'il commence. C'est même pas forcément une histoire de génitaux. Enfin, je veux dire, le sexe, ça peut être des caresses, ça peut être des baisers. C'est vraiment là où on met le curseur, en fait. Et je pense que c'est à chacun de trouver ce curseur, en sachant qu'en plus, ça peut basculer et bouger tout au long de la vie. Enfin, on est sur un spectre hyper fluide en termes et de genre, et d'orientation, et de sexualité. Donc, autant en profiter et explorer, ou ne pas explorer si ça vous fait chier. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas envie, et c'est très bien aussi. Et encore une fois, l'hétéronormativité. Et l'hétéropatriarcat, c'est vraiment ce truc de nous expliquer aussi que le sexe, c'est la partie intégrante de ta vie, c'est obligé en fait. Donc pour avoir une vie épanouie, faut faire du sexe. Mais c'est pas vrai. Et de telle et telle manière et avec telle ou telle personne. Donc vraiment, ouais, c'est arrêter d'employer les mots préliminaires, arrêter de faire du sexe quand on n'en a pas vraiment envie, se dire que il n'y a pas que les personnes cis, il n'y a pas que des sexualités binaires, il n'y a pas que des sexualités hétéro, il y a plein de trucs en fait. Et ouais. Voilà. Et justement, en parlant de ça, tu évoques du coup les personnes qui, par exemple, les personnes asexuelles, la sexualité. Et maintenant, il y a plein de nouvelles façons, alors, je ne sais pas si elles sont nouvelles, mais en tout cas, elles sont plus mises en avant, de nouvelles façons de penser et vivre le couple, ou même la sexualité, comme par exemple le polyamour. Et pour toi, quel est le futur de l'amour ou du couple? Non, mais ça suffit, oui. On est bien. Non, mais c'est des questions larges. Mais déconne pas, quoi. Est-ce que tu es plutôt optimiste? Enfin, est-ce que tu vois qu'il y a des différences, je sais pas, 2, 3, 5 dernières années, et vers quoi ça évolue? J'ai l'impression qu'on est fait. Alors après, encore une fois, comme je dis, moi je vis dans un cercle extrêmement bienveillant, et je vis dans un cercle où, en fait, je suis dans le milieu queer militant en permanence. Donc forcément, moi j'aurais tendance à te dire, ouais, grave, ça a changé de ouf, c'est vachement plus libre, on se sent vachement mieux. Mais en fait, je me suis rendu compte assez récemment que la vraie vie des gens, en fait, l'immense majorité des gens, c'est pas encore ça. L'immense majorité des gens, ma foi, c'est ça, c'est une sexualité hétéro, une sexualité, entre guillemets, de base, et une façon d'envisager le couple comme étant la fidélité à la vie, à la mort, etc. etc. Donc, oui, j'ai envie de te dire, je pense que oui, je suis plutôt optimiste. J'ai envie que... Je me dis, si ça commence déjà dans certains cercles à bouger un peu, au fur et à mesure, ça va bouger ailleurs, tu vois. Encore une fois, plus on visibilise une chose, plus on commence à lui donner des noms et à dire, regardez, ça existe, et plus au final, ça va devenir la nouvelle norme, en fait. Et ce serait cool. Et je veux pas dire par là, wouhou, tout le monde se polyamour, c'est génial. Je pense qu'il y a des gens qui seront probablement monogames toute leur vie, et c'est OK. Mais il faut bien se dire et être conscient qu'encore une fois... Mais que ça ouvre les yeux sur justement les gens qui arrivent et qui peuvent être polyamoureux, et c'est cool. Tu te dis, ouais, si ça existe, je peux peut-être y aller, je peux peut-être essayer. Mais voilà, mais en fait, ce qui est important, je pense, c'est se rendre compte qu'aujourd'hui, la façon dont on vit le couple, l'amour et la sexualité, c'est quelque chose qu'on vit d'une façon qui nous est précodifiée, en fait. On ne le vit pas de façon libre, même quand on a l'impression d'avoir une sexualité libérée. Et moi aussi, hein. En réalité, on a été conditionné par tout un tas de normes et de notions qu'on nous a inculquées dès le plus jeune âge, qu'on a internalisées, intériorisées. Donc, je pense que c'est important de se dire, par exemple, quand on se dit, moi je suis monogame, ou moi je suis hétéro, ou moi je suis bi, de se dire, ok, mais qu'est-ce qui là-dedans procède de vraiment mon désir, mon orientation et ma personne, mon identité, et qu'est-ce qui procède en fait de tout ce qui m'entoure et de tout ce qu'on m'a balancé dans la gueule et qui m'a forcément conditionné en fait. Et du coup, on en vient à ce truc où en fait, le désir, l'orientation, tout ça, c'est politique. Bref, voilà. Je ne sais pas si... mais oui, l'amour, on y croit. Donner la définition du mot queer, si tu veux vite fait expliquer... Ouais, très vite fait.
Queer, en fait, c'est des personnes qui ne se revendiquent pas d'une sexualité hétéro-cis-normative, basiquement. Moi, je sais que je préfère utiliser le terme queer par rapport au terme pan et bi, tout simplement parce que justement, je trouve que les termes pan et bi n'ont pas la connotation politique et engagée que va avoir queer, en fait. Moi, je sais que, quand on me parle de pan, j'ai toujours cette impression de, vous savez, les gens, quand vous leur parlez de racisme, ils vous disent « Non, mais moi, je veux pas les couleurs ». J'ai l'impression que c'est pareil. « Ah non, moi, je veux pas les genres ». Non, mais si, chérie, tu les vois, les genres, en fait. T'es obligée de les voir, qui t'attirent tous potentiellement. Ok, mais me fais pas le coup de non, c'est les personnes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je trouve que queer, ouais, ça revendique aussi une identité forte et claire et une lutte sous-jacente aussi. Voilà. C'était ma définition à moi. Très bien. Vous avez tout compris dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions plus précises. On y répondra à la fin. Ça va, ils sont sympas, ils disent pas que je dis n'importe quoi. Non, ils ont l'air très gentils. Ils sont sages. Cool. Bon, on aime bien, pour rebondir sur la lutte et sur la notion de politique là-dedans, je voulais qu'on parle des représentations des corps, et notamment des corps dits féminins, qui sont très encore maintenant très axés avec ce male gaze et très normé et très grossophobe en fait, et les corps qui sont vus comme désirables sont des corps qui correspondent à une certaine norme, et c'est pas une question quoi. J'allais dire oui. Mais non, mais d'accord avec ça. Est-ce que alors comment on peut essayer de faire pour se défaire de ce regard qui garde qui détermine un corps désirable dans des normes qui sont vraiment hétérocentrées et grossophobes aussi? Encore une fois, je pense que c'est une histoire de représentation et de visibilité. Moi, je considère, je pense, et c'est ce que j'ai vécu aussi, hein. Moi, mon rapport à la beauté, pour moi, le rapport à la beauté et à la désirabilité, c'est comme le palais. C'est un truc qui s'éduque, en fait. Si tu n'as jamais bu de vin de ta vie et je te file le meilleur vin du monde, en fait, il y a de grandes chances que tu me fasses « Ah, c'est chelou ton truc ». Alors que si tu en bois de façon régulière, si tu as éduqué ton palais, tu vas en saisir beaucoup plus de nuances et en fait, ça va devenir tout de suite vachement plus intéressant. Et pour moi, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, je suis désolée, à force de voir des corps différents, en fait, j'ai commencé à les trouver intéressants et beaux, et ma vision de la beauté et du désirable s'est élargie complètement, en fait. Et encore une fois, c'est un truc qui est marrant, c'est des gens qui vous disent « Ah non, mais moi, je suis pas grossophobe, hein, c'est juste que je désire pas les gros. » Ou moi, c'est pas transphobe, hein, c'est juste que je désire pas les personnes trans. En fait, si, c'est grossophobe et c'est transphobe, je suis désolée. Parce qu'encore une fois, le désir, c'est quelque chose qui est construit. Et que, du coup, quand tu commences à déconstruire des choses, des notions dans ta vie de tous les jours, au final, on se rend compte que le désir, il change vachement aussi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Moi, je suis grosse, hein. Mais pendant longtemps, je trouvais pas les gens gros désirables. Bon, du coup, je me trouvais fortement dégueulasse en tant qu'affaire, parce que je me mettais, voilà. Mais je trouvais pas les gens gros désirables. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à en voir plein, parce que j'ai commencé à suivre des comptes, à fréquenter des milieux. Et en fait, depuis, je les trouve désirables aussi, quoi. Au même titre que n'importe quel corps. Est-ce que tu crois que justement ces normes sur le physique, en fait, les normes se font beaucoup par les images qu'on voit, et souvent les personnes derrière l'objectif qui font ces images, est-ce que tu crois que c'est parce que c'est souvent des hommes blancs, cisgenres et hétéros, et on a plus de diversité derrière les caméras ah non, mais ça serait de plus ouf. Déjà, il faut arrêter de mettre que des mecs, que des HSBC derrière les appareils photos, c'est évident. Parce que je me suis rendu compte, et moi en plus, moi je fais de la photo depuis la vache, ça doit faire 12 ans maintenant. Et tu veux dire derrière l'objectif ou en tant que modèle? En tant que modèle. Et du coup, pendant très longtemps, je shootais avec des photographes masculins.
Et comme par hasard, c'était toujours des photos ultra sexualisées. Et comme par hasard, quand tu te rends compte que c'est rentre le ventre, cambre les fesses, sort les seins, vas-y, fais la belle, basiquement. Et en fait, ces mecs-là, ils sont... Putain, j'ai plus que 10% de batterie, fait chier. Attendez. Désolée. Ah tiens. T'inquiète. Ah merde. Profitez-en si vous voulez. Est-ce que sur quelqu'un a un le chat, chargeur de téléphone? Merde. Ça ressemble à ça, le bout. Ah putain, j'ai plus de chargeur. Je suis tellement désolée. Pause pour les participants et les participantes pour se faire un petit café ou un thé. Non, mais Un verre de rouge ou une bière. Attends. Mais Marie, sur Internet. Ouais. Mais sinon, tu vas sur l'ordi. Tu peux me le mettre? Bah, c'est quoi le bail? Au secours. C'est les aléas du métier en Les aléas du direct. Non, mais du coup, je pense qu'on va lancer l'ordi à côté. D'ailleurs, il faut que tu ailles sur mon Gmail. Peut-être que tu veux couper cette caméra et on se retrouve dans 2-3 minutes. Je suis tellement désolée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ok, on fait ça. Je reviens tout de suite. Pardon. Pardon. Comment je fais pour partir? C'est bon. Je crois que c'est enlevé. Du coup, on fait une petite pause pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va remonter un petit peu le fil du chat. Ok. Peut-être, on parlait justement, vu que la thématique c'était la sexploration et Sex and Love 2.0, on voulait vous parler de 2 petites découvertes technologiques qu'on a fait autour du coup de la sexualité 2.0. Alors la première, c'est une application qui s'appelle X-Confession. Application gratuite développée par Erika Lusk, qui est une réalisatrice féministe de films pornographiques. Et en fait, c'est comme un système, c'est un peu le même principe que Tinder. Donc, il y a des cartes avec des actions. Donc, du coup, c'est en anglais, mais des actions. Et on peut connecter une ou plusieurs personnes. Et donc, pouvoir échanger autour de la sexualité, parce que par exemple il va avoir une carte en disant je vais regarder qu'est-ce que ça peut être, jouer un jeu avec un jeu sexuel avec de la nourriture, on peut mettre je suis intéressée ou pas, et la personne avec qui on joue reçoit les cartes qui matchent, donc on voit les bouts communs, et donc ça peut donner lieu à des discussions et c'est assez intéressant. Enfin, moi je vous conseille cette application qui est pas mal. Et Clem, t'en avais une deuxième? Et oui, alors je me souviens pas le nom, mais en fait c'est une application pour en fait apprendre à écrire des sextos. Et en fait c'est le principe d'un chatbot. Donc c'est Juicebox It. Je vous envoie sur le chat. Et le but, c'est d'envoyer des sextos à ce chatbot et de recevoir des réponses pour practice avant d'envoyer à d'autres gens. Faudrait vraiment tester pour voir si c'est vraiment bienveillant et. Alors pareil, c'est en anglais. Voilà. Mais on a trouvé l'idée sympa parce que c'est un peu bon pour apprendre et puis c'est aussi, je pense, bien aussi pour soi. C'est un exercice d'écriture, c'est un exercice d'imagination. Ça peut avoir un côté excitant. Enfin voilà, c'est pourquoi pas commencer à sextoter avec des robots. Enfin, après tout. Pourquoi pas. Je sais pas si vous avez dans le chat, si vous voulez nous faire part de d'autres découvertes, que ce soit des apps, des comptes Insta ou des sites, des forums ou tout autre, je sais pas, des sextoys aussi que vous avez essayé récemment et qui ont un peu boosté votre sexploration. Ou alors nous donner même votre définition de la sexploration. Qu'est-ce que la sexploration pour vous? Et toi, Clem, c'est quoi pour toi la sexploration? Pour moi, la sexploration. Ah mince, c'est bête. Attends, la caméra marche pas. On t'entend, on te voit pas encore, non? Ah bah oui.
évidemment. Alors, on est de retour un peu là. Désolée. Je suis revenue. Alors, j'ai un casque et tout, c'est trop bien. Vous m'entendez? Ouais, nickel. On t'entend. Génial, parfait. Alors, attends. Je vais essayer de caler le PC pour pas coller le mal de mer. Alors, est-ce que là, ça tient? Non. Bon, là, ce sera comme ça. Eh, salut. Donc, on était sur les mecs qui font des photos. Donc, voilà. Où tu en étais dans ton job. Et je disais que, en fait, moi, je m'étais assez vite rendu compte que ces mecs-là, les photos qu'ils faisaient, ils n'avaient pas du tout une démarche artistique ou une démarche de capter l'instant. En fait, ils mettaient juste en scène leurs fantasmes. Et il y a un truc que je trouve assez fou, c'est que suffit de regarder, par exemple, ces photographes qui disent « Non, je suis un artiste, ok, je capte la beauté des gens et des corps. » Ouais, bah pourquoi tu photographies jamais des mecs? En vrai. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Et il y a forcément une espèce de sexualisation qui va s'opérer, même parfois inconsciente. Hein. Je pense qu'il y a des mecs qui sont hyper bien intentionnés, mais forcément, ils ont un regard qui est forcément sexualisant parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Ce qui n'est pas du tout le cas quand tu shootes avec des meufs ou des personnes non binaires, parce qu'en fait, quand bien même tu shootes avec des gens qui peuvent être attirés par toi ou avec qui tu peux avoir une sexualisation, mais elle se fait pas du tout via l'objectif en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Donc ouais, moi je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, je suis passée de cette espèce de sexualisation ultime à justement je le fais plus du tout. Et en fait, comme par hasard, ça coïncide avec le moment où je me suis mise à shooter qu'avec des photographes qui sont pas des mecs cis, quoi. Ça s'est fait tout seul, hein, c'était même pas un choix. Mais ouais. Est-ce que toi, ça t'a permis, parce que tu disais que à un moment, pour toi, les corps gros n'étaient pas désirables. Et est-ce que le fait d'avoir été modèle, ça t'a aidé là-dedans? Ça a changé quelque chose à ta vision de ton corps? Ou c'est pas forcément lié à ça? Ouais, de ouf. De ouf. Ça a vachement changé. Moi, basiquement, hein, je me suis trouvée infâme pendant super longtemps. Je me suis haïe, mais d'une force incroyable. C'est toujours le cas de temps en temps, d'ailleurs. Et ah mince, j'ai quelqu'un qui a disparu. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, de commencer à faire de la photo, au début, justement, ce que j'aimais dans les photos que je faisais, c'est comme j'étais sexualisée, etc., il y avait une espèce de surperformance de la féminité qui, en fait, me rendait acceptable. C'est-à-dire que, ouais, ok, j'étais grosse, mais via les photos et les retouches et machin, et ben en fait, j'atteignais une sorte de norme de bonassitude, en vrai. Donc, du coup, j'ai commencé à m'aimer comme ça, via, du coup, ces photos retouchées qui étaient pas la réalité, en fait, hein, et qui étaient vraiment juste une image de moi. Par contre, le truc qui a été révélation, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à faire des photos qui étaient de moins en moins mises en scène. Et en fait, j'ai commencé à trouver les photos très belles. Le point de changement, ça a été un jour où j'ai shooté avec une meuf qui s'appelle Sarah de Vicomte, qui est réalisatrice de porno lesbien, notamment, et qui m'a shooté donc un matin à poil sur son lit, pas maquillée, enfin genre en mode schlag. Et du coup, elle fait ses réglages, tout ça, on discute, c'est cool, machin. Et d'un coup, elle me fait bon là, du coup, on commence la session. Alors moi, évidemment, je fais quoi? Je sors les seins, je tremble le dos, je rentre le ventre, blablabla. Elle me fait tu fais quoi? Je fais je pose. Je fais mais t'étais pas bien là, genre comme ça à discuter? Je dis si. Elle fait alors. Et en fait, elle a fait ces photos qui étaient surtout des photos de détail ce jour-là. Et en fait, j'ai trouvé les photos magnifiques. Alors moi, je me suis trouvée moche, mais les photos, je les ai trouvées magnifiques. Et du coup, de commencer à envisager mon corps comme un outil artistique et un outil militant, et ça m'a encore plus aidé à l'accepter et à le gérer. Donc ouais, moi, la photo, ça a été fou. Le selfie aussi, je trouve que le selfie a un pouvoir thérapeutique absolument hallucinant. Je conseille à tous les gens qui ont du mal à s'aimer parce que ça aide vachement. Après, ça, c'est un autre truc aussi, le côté aimer son corps, blablabla.
je trouve que ça a ses limites quand même, parce que ça vire presque à l'injonction. Genre, faut aimer son corps, faut se trouver beau, faut se trouver belle. Moi, perso, j'aime pas mon corps de ouf, tu vois. Je le trouve, bon, il est là, il est ok. J'en fais des trucs plutôt sympas. Entre l'acceptance et aimer son corps, quoi, en fait. Mais c'est ça, et je suis pas obligée de l'aimer. De toute façon, ça me rend pas moins intéressante, ça me rend pas moins cool. Voilà, faut arrêter avec cette espèce de truc de pour être heureux, faut aimer son corps et se trouver beau. En fait, on s'en bat les couilles d'être beau ou belle. Enfin, je veux dire, on est 1000 trucs autres que ça. Donc, peut-être aussi qu'il faudrait qu'on arrête d'être toujours dans cette recherche de j'aime mon corps, je me trouve belle. Bah non. Et c'est pas grave, c'est chouette aussi. Et je peux avoir une chouette vie comme ça. Et je peux être désirable comme ça. C'est surtout une injonction à la féminité. Hein. Je pense qu'elle est moins forte dans le cas des personnes hommes. Oui, très certainement. Mais probablement aussi parce que en tant que personne affable, de toute façon, ta valeur principale, c'est d'être belle et d'être désirable. Genre, les mecs, ils peuvent être forts, ils peuvent être puissants, tout ça, c'est cool, tu vois. Du coup, ils ont moins besoin d'être beaux. Nous, par contre, c'est l'enfer. Enfin, je veux dire, c'est le règne de... Ouais. Bah, c'est Virginie Despentes qui parle j'écris depuis les moches, les mal baisés, etc. Et en fait, c'est exactement ça. C'est toutes les meufs qui correspondent pas à ce qu'on attend d'elles, à savoir d'être baisables, quoi. Merci pour ces bonnes paroles. Yeah. Et on avait une question dans le chat pour savoir quels étaient tes prochains projets. Alors, là, il y a 2 vidéos qui vont sortir. Je m'y remets parce que j'ai fait une grosse pause. Il y a une vidéo qui va être sur les sextoys anal. Je continue le guide du sextoy. Et il y a une vidéo qui va être sur un tuto pour fabriquer des digues buccales. Donc voilà, donc des moyens de prévention qui ne sont pas des préservatifs externes. Et sinon, j'ai été contactée par une éditrice. Attention, non, mais je suis absolument terrorisée. Hein. Genre vraiment. Elle m'a contactée, j'ai fait ok, cool. Voilà, j'ai fait à peu près ça. Mais il est question d'un livre. Voilà. Ok, trop bien. Je ne sais pas quand, mais il est question d'un bouquin. Moi, je vais écrire un bouquin. Ouais, c'est sérieusement. Donc voilà. J'imagine que tu nous tiendras au courant sur tes réseaux de l'avancement de ce projet. Oui, tout à fait. C'est l'idée. Trop cool. Et après, je vais vouloir que vous l'achetiez et tout. Vraiment, donnez-moi de l'argent, un effort. Bref. On avait une autre question dans le chat. On nous demande quelle clé donner à celles qui veulent ouvrir la conversation avec leurs proches et déconstruire cette vision hétéronormée. Si seulement je savais. Enfin, genre, moi, dans les repas de famille, je suis toujours en galère. Hein. Ouais. Parce que pas ouverte. C'est encore des questions très fermées. Ouais. Enfin, non, mais après, alors, il y a un truc marrant. Du coup, je suis désolée, c'est pas vraiment une réponse à la question, mais c'est une expérience perso que je trouve ça rigolote. C'est que moi, j'ai fait mon coming out à ma daronne il y a genre... Et pourtant, ma mère, je l'ai éduquée. Hein. Je l'ai éduquée au féminisme. J'ai commencé à lui parler du genre et tout. Genre, vraiment, il se passe des trucs. Genre, maintenant, elle envoie des lettres à Brigitte Macron pour lui dire tiens, ton mec, c'est pas OK ce qui se passe. Enfin, bref, c'est un peu la folie. Donc plutôt open et tout ça. Et je lui ai fait mon coming out il y a genre, je sais pas, 8 mois, un truc comme ça. Elle me fait ok, cool. Et sinon, t'as vu le même avec le bulldog que je t'ai envoyé? Je dis oui, bon, ok, je me dis c'est bien, c'est passé comme ça. Et puis on continue à parler et tout. Et puis je sais pas, à chaque fois que je dis que j'ai des dates, elle me fait tu rencontres un garçon? Je fais non. Et quand je lui raconte que j'étais à l'orga de la Pride, elle me fait mais la Pride c'est pas pour les gays? J'étais genre maman, tu vois. Et elle a mis hyper longtemps à l'entendre, alors que elle a déconstruit quand même pas mal de choses. Alors, tout s'est bien fini, elle a fini par comprendre ça il y a 15 jours. Elle a fait un petit déni, quoi. Voilà, elle a fait un gros déni. Mais c'est vrai que j'ai malheureusement pas de solution miracle. Moi, je sais que avec ma mère,
qui devient de plus en plus une personne formidable, hein, mais pourtant on partait très loin à ce niveau-là. Ça a pris énormément de temps. C'est un travail qui a commencé vraiment il y a des années de ça. Ça a demandé aussi beaucoup d'abnégation de ma part. Parce que moi qui suis une meuf vénère de base, il a fallu que je lui explique les choses en commençant par le b.a.-ba, en vrai. Il a fallu que j'y aille tout doucement. Il a fallu que quand elle me sorte des énormités, je pète pas les plombs et que j'explique calmement. Après, c'est un bon exercice aussi parce que ça aide à... C'est comme quand tu apprends un gamin à lire, en fait. Tu repars vraiment des bases. Donc, c'est assez intéressant. C'est compliqué. Donc, patience. Hein? Tu conseilles la patience. Ouais, de ouf. Patience et abnégation, clairement. En tout cas, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là, force à vous. Ouais, de ouf. Vraiment, force à vous. Et sinon, entourez-vous de gens hyper bienveillants à côté. Hein. Ouais, tant que vous avez des personnes bienveillantes autour de vous. Parce que ça soulage quand même. Hein. C'est sûr. Est-ce que ça peut être une solution, par exemple, de partager un contenu, par exemple les vidéos que tu fais? Ça peut peut-être emmener une discussion de... Je sais pas. J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, encore une fois, ma mère a montré toutes mes vidéos sur le périnée à sa banquière. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? mais oui, non, c'est vrai qu'il y a des contenus qui sont hyper intéressants. Mes vidéos, peut-être, après mes vidéos, elles sont quand même très, très orientées vraiment sexualité, anatomie, etc. Donc, c'est peut-être pas forcément les choses les plus intéressantes à montrer. Mais il y a des comptes, je pense par exemple au compte Nos Alliés les Hommes, qui fait vraiment de la vulgarisation et qui explique, du coup, pour les maxi 7. Mais je pense que ça peut être vraiment justement des comptes qui expliquent le b.a.-ba. Et effectivement, ça peut être intéressant de partager ce genre de choses parce que c'est facile d'accès, en fait. Ouais. Ben, voilà ce qu'il vous reste à faire. Enfin, ça peut aider, quoi. Et voilà. On se demandait, parce que alors, donc, sur ton compte Instagram, tu partages du contenu, notamment tes vidéos, et aussi en story, tu fais des questions sexo. Enfin, les gens peuvent te poser des questions et tu y réponds. Et quelles questions reviennent le plus souvent? Est-ce que... Alors, les deux trucs qui reviennent le plus souvent, et c'est assez triste, c'est les questions du type « suis-je normal ?» Est-ce que c'est normal de se masturber beaucoup? Est-ce que c'est normal de ne pas se masturber? Et à chaque fois, je suis là, en fait, oui. Et encore une fois, ça revient à ce truc-là où on enferme la sexualité dans des normes établies et comme quoi tout ce qui dépasse, en fait, ce serait pas OK. Alors qu'en vrai, potentiellement, dès l'instant où ça se passe entre des gens qui sont vivants, adultes, consentants et humains, je vois pas où il y a des problèmes en vrai. Donc, il y a beaucoup de réassurance à faire chez les gens. Donc, c'est vraiment cette histoire de normalité, ça revient tout le temps. Et il y a un deuxième truc qui revient, et encore une fois, c'est assez triste, c'est les questions de la douleur. Et il y a énormément de personnes qui m'envoient des messages en me disant « j'ai des douleurs à la pénétration, j'ai des douleurs à la pénétration anale, j'ai des douleurs après l'orgasme ». Et c'est hyper déprimant parce qu'en fait, il y a un truc, encore une fois, avec les personnes qui ont un vagin, on nous éduque presque dans la fatalité de la douleur. Genre, on sait qu'on va en chier, en fait. Et du coup, on se retrouve à penser qu'avoir mal, en fait, c'est normal. Mais en vrai, ça l'est pas. Genre, la douleur, c'est ce que je dis tout le temps. La douleur, c'est un signal que le corps vous envoie pour vous dire, en fait, c'est pas OK ce qui est en train de se passer. Donc, soit vous arrêtez, soit vous le faites autrement. Et ouais, donc je me suis perdue. Je me suis perdue toute cette La question de la douleur qui revient et du coup dire non. Ouais, en fait, non, c'est pas normal d'avoir mal, c'est pas OK d'avoir mal, et si vous avez mal, posez-vous des questions, en fait. Genre, posez-vous des questions sur la façon dont vous faites certaines choses, posez-vous des questions sur la façon dont vous êtes traité par votre partenaire aussi, posez-vous des questions sur votre envie de certaines pratiques, et ouais, la douleur, c'est pas OK, c'est pas normal, quoi. C'est pas parce qu'on a des vagins qu'on est là pour en chier, quoi. Non. C'est sûr. En plus, il y a des solutions, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui existent pour pas avoir mal. Bon. Tu parles aussi beaucoup de sextoy, du coup, dans tes vidéos. Est-ce que tu pourrais nous en
conseiller certains, du coup, dans la thématique d'aujourd'hui qui est la sexploration. Ouais. Quelqu'un a disparu? T'as perdu Jess. Bon. On va continuer. C'est bon. Elle est revenue. J'ai été censurée. Oui, donc je disais, dans la thématique de la sexploration, est-ce que tu aurais certains sextoys ou produits à nous conseiller, je sais pas, pour débuter, par exemple, débuter avec les sextoys, débuter une pratique anale, enfin, je sais pas, des choses pour... Alors déjà, moi, un truc que je conseille à tout le monde, et qui n'est pas un sextoy, mais quelles que soient les personnes, le lubrifiant. Le lubrifiant, c'est vachement bien, parce que c'est un peu comme quand quelqu'un vous fait un massage sans huile, et quand quelqu'un vous fait un massage avec de l'huile, c'est tout de suite vachement plus cool. Et en plus de ça, il y a quand même plein de gens qui ont des soucis de lubrification, parce que en fait, on n'est pas autosuffisant. Et parce que la lubrification, elle dépend... alors oui, elle peut dépendre de l'excitation, mais pas que. Elle peut dépendre des phases du cycle hormonal. Elle peut dépendre de l'état de stress. Elle peut dépendre de plein de trucs, en fait, qui sont complètement indépendants de l'excitation et de l'envie de sexe. Donc du coup, pourquoi se forcer à avoir des trucs pas forcément ultra agréables, alors qu'on peut utiliser du lubrifiant? C'est OK, en fait. Donc il faut arrêter de penser qu'on est autosuffisant, c'est pas le cas. Après, au niveau des sextoys, moi, je sais que j'ai une grande passion pour le womanizer, que j'ai même tatoué sur un bras. Hein, on en est là quand même. Ouais, donc le womanizer, alors pour le coup, c'est vraiment un sextoy que je trouve hyper intéressant pour des personnes qui vont avoir du mal à avoir des orgasmes et à prendre du plaisir. Ça et les galets vibrants aussi, c'est vachement bien. Donc c'est bien pour commencer la masturbation gentiment pour les personnes qui n'ont jamais eu d'orgasme et qui connaissent peut-être moins leur corps. Et pour le coup, c'est bien pour commencer, pour finir, pour tout le monde, hein, vraiment. Mais effectivement, je trouve que c'est assez intéressant de commencer par ça, parce que c'est pas invasif, c'est pas intrusif, ça fait pas trop peur. Parce que, mine de rien, le gland du clitoris, donc la partie externe, c'est généralement la partie qui est le plus facile d'accès et qui est souvent la plus sensible. Et parce que je trouve que le sextoy, surtout des sextoys de vraiment bonne qualité, en fait, la stimulation mécanique peut permettre de faire péter des blocages mentaux. Je m'explique. En fait, je trouve que souvent, d'ailleurs, quand je à mon boulot aussi, hein, les gens qui me disent que, donc les personnes avec un clitoris qui me disent qu'ils n'ont pas d'orgasme, et très souvent, en fait, tout fonctionne au niveau physique. C'est simplement qu'en fait, il y a plein de blocages dans la tête, parce que le sexe est sale, parce qu'on ne prend pas le temps de prendre son pied, parce que du coup, on se dit, faut faire ça vite, mon partenaire, ça va le faire chier, ou ça va la faire chier. Voilà. Et en fait, du coup, une stimulation physique vraiment efficace, comme on peut avoir avec un sextoy, parce que c'est du purement mécanique, c'est conçu pour, en fait, ça permet de tout faire péter. Moi, je sais que c'est ce qui m'est arrivé, hein. Encore une fois, je partage mon expérience perso. C'est assez rigolo. Je sais que les gens sont toujours persuadés que j'ai une vie sexuelle hyper épanouie, que c'est toujours la teuf, tout ça. C'est pas vrai, hein. Moi, mon premier orgasme avec un partenaire, je l'ai eu, j'avais 30 ans. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, c'est parce que justement, j'ai utilisé... Moi, j'avais abandonné l'idée d'avoir un orgasme avec un ou une partenaire. Moi, c'était mort. Et parce qu'en fait, j'arrivais pas à lâcher prise. Du coup, tant pis, j'avais plein de plaisir quand même, c'était cool, tu vois. Mais et du coup, un jour, j'ai utilisé un sextoy, qui en l'occurrence était le Mimi de chez Joujou, qui est un galet clitoridien qui est juste une merveille. Encore aujourd'hui, il est dans mon top 3 sextoy préféré. Et en fait, j'ai eu un orgasme surprise. Je ne l'attendais plus, le truc est arrivé. Parce que la stimulation mécanique était tellement forte qu'en fait, tous les trucs qui marchaient pas dans la tête, ils ont fait « Vas-y, on va lâcher l'affaire ». Et en fait, une fois qu'ils ont lâché l'affaire, par la suite, même sans sextoy, ça marchait très bien. C'était parti, on y va, tu vois. Donc ça, je pense que c'est hyper cool. Après, il y a des toys qui sont pas mal aussi pour les gens qui... Parce que du coup, là, les toys externes, c'est un peu... je capitalise sur le plus facile, quoi. Après, ce qui peut être sympa, c'est d'aller explorer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, là, il y a des toys sympas, ça va être des choses... il faudrait que je vous les dessine, quoi. Des toys qui sont d'à peu près une quinzaine de centimètres de long, qui sont légèrement courbés.
mais légèrement, pas complètement coudé. Parce que ça, du coup, c'est du multifonction. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir aller le caler tout au fond du vagin pour chercher des zones érogènes en profondeur. Tu vas pouvoir le caler au niveau du point G pour un mouvement de bascule, pour aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Si tu veux jouer sur le va-et-vient, vas-y, joue sur le va-et-vient. On y va, il n'y a pas de souci. Et si c'est un toy vibrant, si tu le places en externe, et ben ma foi, ça marche aussi sur le clitoris, sur la partie externe du clitoris. Pour les personnes avec un pénis, je ne saurais que trop les enjoindre à essayer les toys prostatiques parce qu'on se concentre quand même très souvent sur le pénis comme étant la seule zone érogène, sauf qu'en fait, non, il y a plein de trucs autour. Hein. Et en l'occurrence, la prostate, c'est assez génial, ça permet quand même aux personnes à pénis d'avoir des orgasmes multiples et des orgasmes qui prennent tout le corps. Bon, moi, je n'ai pas de prostate, donc malheureusement, je n'en ai pas fait l'expérience, mais apparemment, ça a l'air complètement fou. Donc voilà, go prostate. Et ouais, c'est déjà pas mal pour commencer. C'est déjà très cool. C'est déjà pas mal. Du coup, Marine demande à Marine, quels seraient tes tips de sexploration, du coup, que ce soit sextoy ou non, psychologique, ce que tu veux. De se masturber. Par pitié. Non, mais après, encore une fois, pour les personnes qui ont envie de se découvrir et qui ont envie d'aller explorer leur corps, ce n'est pas une obligation. On peut avoir une vie hyper épanouie sans se masturber, sans aller chercher. Ça marche très bien aussi. Et pour les personnes qui en ont envie, branlez-vous. C'est la meilleure façon d'apprendre à se connaître, de ne pas avoir de honte avec son corps. C'est la meilleure façon de se rendre compte de ce que le corps peut nous procurer, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et que ce soit avec des sextoys ou sans sextoy, en fait. De tester et d'essayer, je trouve que c'est hyper important, en fait. Donc ouais, branlez-vous. Oui. Je ne sais pas si vous avez une dernière petite question dans le chat avant que... en tout cas, c'est un beau mot de la fin, une belle conclusion. Ouais. T'as vu, hein? On va garder ça juste pour le IGTV. Ça va être fun. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment en live, on va mettre tous les lives. Il y a déjà les 2 premiers sur YouTube. Ça doit être sur la chaîne de Gapian, si Gapian peut donner le lien. Et celui-ci va aussi bientôt apparaître. Et sur Instagram. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, même plus tard, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux. Et je pense aussi sur l'Instagram de Marie, Métaux Lourds. Alors pour le coup, moi, c'est vrai que je suis toujours hyper contente de répondre aux gens, mais par contre, je reçois quand même énormément de messages. Donc, j'ai pas le temps de tout lire. Donc, par contre, si vous avez des questions, posez-les quand je fais des sessions questions sexo. Parce que là, vous êtes sûr que je les ai, en fait. J'en fais genre 1 fois par semaine. Donc, voilà. C'est facile. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marine, d'être venue. C'était tellement intéressant. Bah, merci, ça va, j'ai pas dit trop n'importe quoi. C'est intéressant, toutes ces questions. Et n'hésitez pas à retrouver du coup sur le shop de Tolku et de Gapian plein d'accessoires, donc sextoy et autres, pour vous découvrir et pour du lube aussi. Oui. Et pour explorer. Ouais, grave. Bon, très bonne soirée à tout le monde. Et salut les gens. D'avoir participé. Merci, bonne soirée. Ciao. Bye. Ciao. Bye.